Quantic Dream est un studio de développement français responsable entre autres des jeux Heavy Rain, Beyond Two Souls et plus récemment Detroit Become Human. Ces jeux, à l'interaction limitée, mettent l'emphase sur la narration plus que sur le gameplay qui repose en grande partie sur l'utilisation d'actions contextuelles. Et ce, parce que David Cage, le fondateur de la boîte, revendique une vision cinématographique et mature du jeu vidéo. Et ça passe entre autres par des gens tenus, beaucoup de gens tenus, des gens tenus partout. Mais ça passe aussi par faire une action simple sur la manette pour jouer des actions de la vie quotidienne. Boire du lait, gommer, se couper les cheveux, peindre un tableau. J'aime bien ces interactions. Je sais que tu détestes les QTE quand ils sont pas utiles. Non. Le jeu Quantic Dream. Écoute, ce matin j'ai fait la vaisselle chez moi et ce soir je la fais dans un jeu vidéo. Je trouve ça intéressant. Ce qui peut parfois donner l'impression d'être face à une cinématique interactive géante. Voire pas du tout interactive même puisqu'il est possible de lâcher la manette dans certaines scènes. Le résultat est ridicule, les personnages ont l'air complètement cons, mais le jeu continue quand même. Le statut des œuvres du studio est donc souvent remis en cause à la manière de Scorsese avec le Marvel Cinematic Universe. Heavy Rain, il a vraiment des mécaniques, genre, on pourrait le porter sur lecteur DVD ce jeu. Et c'est là qu'on rentre dans un débat aussi stérile que le sempiternel pain au chocolat contre chocolatine, parce que les jeux à interaction limitée c'est pas nouveau. Dragon Slayer, le jeu d'arcade sorti en 1983, repose uniquement sur les Quick Time Events. Les point and click, les FMV, les jeux Telltale, tous ces jeux vidéo sont bien des jeux vidéo, et les productions de Quantic Dream s'inscrivent parfaitement dans cette démarche. Et il y a des tonnes de raisons de pas aimer Quantic Dream, que ce soit pour ces jeux, pour les sorties parfois douteuses de David Cage sur l'industrie, ou pour l'entreprise en elle-même. Par contre, c'est pas une raison pour essayer de refourguer ce qui est clairement du jeu vidéo à une autre forme d'art. Alors, pour ma part, je déteste Microsoft Excel. Depuis l'aube de ma naissance, il a toujours été synonyme d'austérité, ce qu'il a renvoyé au fil des âges tout en bas de ma liste de logiciels préférés. À l'heure où les frontières entre les médias se brouillent, où Netflix propose de plus en plus de contenu interactif, où Steam, plateforme historique de vente de jeux vidéo, possède un onglet logiciel, nous sommes en droit de nous demander, peut-on considérer Microsoft Excel comme un jeu vidéo? Pour commencer, qu'est-ce qui définit un jeu vidéo? Si c'est une question de support, voilà Excel qui tourne sur Xbox 360. Alors c'est un élément de réponse, mais c'est loin d'être parfait. D'après Wikipédia donc, un jeu vidéo est un jeu électronique doté d'une interface utilisateur permettant une interaction humaine ludique en générant un retour visuel sur un dispositif vidéo. Le joueur de jeux vidéo dispose de périphériques pour agir sur le jeu et percevoir les conséquences de ses actes sur un environnement virtuel. Et a priori, tout est là. L'interface utilisateur, l'interaction humaine, le dispositif vidéo et le périphérique. Il ne reste plus qu'à couvrir la notion de jeu. La notion ludique d'Excel. Mario Paint est un logiciel qui permet de dessiner, faire de l'animation et composer de la musique sortie sur Super NES en 1992, soit un an avant After Effects et dont les temps de chargement n'ont rien à envier à Photoshop sorti 2 ans plus tôt. Vendu en bundle avec souris et tapis, son statut de logiciel est relativement indiscutable. C'est une adaptation de Paint à la sauce Nintendo, avec des fonctionnalités similaires. En gros, tracer des traits, remplir des formes et colorier. Mais outre son support, qu'est-ce qui fait qu'on peut qualifier Mario Paint de jeu vidéo ? Et bah déjà, dans Mario Paint, il y a un jeu. Vous incarnez ce que je suppose être la main de Mario munie d'une tapette à mouche, et vous devez taper des mouches, jusqu'à arriver au boss que vous devez également taper à moucher jusqu'à son éventuel trépas. Il y a aussi des jeux dans Microsoft Excel, 3 plus particulièrement, et tous accessibles par une manipulation plus ou moins alambiquée. Dans Excel 95, c'est un jeu à la première personne d'inspiration doomesque qui sert de générique au logiciel, avec même un easter egg qui permet de débloquer une salle avec des photos des développeurs. Dans Excel 97, c'est un simulateur de vol qui permet lui aussi d'accéder au générique. Et pour Excel 2000, c'est un jeu de voiture où, pour le citer, votre mission est de chasser et détruire les développeurs des composants web de Microsoft Office sur l'autoroute de Seattle. Mais ce n'est pas tout puisqu'il est possible de programmer dans Excel grâce au langage VBA, abréviation de Visual Basic. Il est donc possible de créer ses propres programmes ou jeux, allant du simple casse-briques jusqu'au FPS en 3D. Ce qui rapproche Excel de jeux vidéo plus grand public comme Minecraft qui permet lui aussi de créer ses propres applications, allant de l'émulateur Game Boy Color jusqu'au téléphone pouvant filmer et naviguer sur internet. Cependant, l'aspect ludique de Mario Paint ne se limite pas à la présence d'un jeu dans le jeu. Et attention, ça va devenir technique. Dans Mario Paint, il y a Mario. Apparu pour la première fois dans Donkey Kong en 1981, Mario s'est rapidement imposé comme la mascotte de Nintendo et a été décliné à toutes les sauces possibles et imaginables. Jeux de plateforme, de tennis, de golf, de rythme, de plateau, de rôle, de football, de picross, de cartes et même de couture avec I Am a Teacher Super Mario Sweater sorti uniquement au Japon en 1986 sur Famicom qui permet de designer des pulls, mais aussi sur Game Boy Color en 2001 avec Mario Family compatible avec une vraie machine à coudre. Tout ça pour dire que Mario accolé à n'importe quoi, ça fait appel à tout un imaginaire des jeux vidéo et ça rend le truc plus ludique. Dans Mario Paint, ça passe outre les références directes à l'univers de Nintendo par des petites animations et des interactions rigolotes comme avec les LED de l'écran titre par exemple. Microsoft Office, quant à lui, possède aussi une mascotte, une égérie qui n'a rien à envier à l'univers de Nintendo.
Clippy was based on a really tragic misunderstanding. Clippy était un assistant virtuel en forme de trombone créé pour humaniser les interactions avec les logiciels de la suite. À son origine, il y a une étude de l'université de Stanford montrant que quand un humain interagit avec un ordinateur, les zones actives du cerveau sont les mêmes que dans les interactions entre humains. La conclusion logique pour Microsoft fut de créer Clippy pour un résultat plus que mitigé. Here's where the great mistake was made. If people are going to react to computers as though they're humans, the one thing you don't have to do is anthropomorphize them, because they're already using that part of the brain. Intrusif et inutile, sa présence avait plus tendance à retarder le travail qu'à le faciliter. Et après 10 ans de bons et loyaux services, Clippy est officiellement renvoyé de Microsoft dans une trilogie de courts-métrages promotionnels pour Office XP. You are the most annoying thing in computer history. Ow! You little metallic that paperclip. Ow! Ooh. Il faudra néanmoins attendre Office 2007 pour que Clippy disparaisse définitivement de la surface du logiciel. Un sort similaire au Mi, jadis prépondérant sur la Wii, est maintenant relégué à un sous-menu de la Switch. L'univers des assistants Office est pourtant plus riche qu'il n'y paraît, avec une galerie de plus d'une dizaine de personnages tous plus inventifs les uns que les autres, et chacun avec leurs animations uniques. Et si Clippy a réussi à se faire une place dans la pop culture, je n'ai aucun mal à l'imaginer avec le reste des assistants Office dans un jeu vidéo. Vestige d'un temps révolu et maintenant relégué au simple état d'easter egg, ils auront réussi pour un temps à rendre Excel peut-être moins pratique, mais certainement plus ludique. Une infinité d'applications et de jeux, une mascotte emblématique, qu'est-ce qui manque à Excel pour faire de lui un vrai jeu vidéo ? Que serait le monde sans League of Legends si ce n'est un havre de paix ? L'e-sport, c'est maintenant devenu une partie intégrante du médium vidéoludique. Si bien que même les compagnies les plus familiales lorgnent dessus, en témoigne le trailer d'annonce de la dernière console de Nintendo. Des compétitions d'envergure internationale avec ses fédérations, ses ligues, ses disciplines, ses têtes d'affiche, ses récompenses allant de 0 à 30 054 154 $, ses sponsors, ses affaires de dopage et de corruption, rien qui ne diffère trop des disciplines sportives classiques. En bref, une industrie qui génère de plus en plus de revenus et dont on n'a pas fini d'entendre parler. You have the knowledge. You have the skills. You have the passion. Now it's time to test your Microsoft Office skills against the best in the world. Bienvenue au championnat du monde de Microsoft Office, une compétition internationale réservée à la crème de la crème qui n'accepte que les certifiés qui ont déjà passé un examen au préalable. Après avoir traversé les épreuves nationales, les candidats se réunissent pour une ultime confrontation en Californie, où ils disposeront de 50 minutes pour reproduire un document avec leur logiciel favori. Un affrontement sans merci pour être sacré champion du monde de Word, Excel ou PowerPoint, et ainsi remporter la coquette somme de 7 000 $ ainsi qu'une médaille et une Xbox. Microsoft Excel est un jeu vidéo. Même après avoir débattu pendant plusieurs minutes pour trouver des arguments en faveur de cette thèse, ce postulat semble complètement faux. Excel reste un logiciel conçu pour être un logiciel et vendu comme un logiciel. Si j'ai réussi à trouver des arguments en faveur de cette thèse, je pense qu'avec le même niveau d'attention, je n'aurai aucun mal à prouver que les jeux Quantic Dream sont bien des jeux vidéo. Peut-être médiocres, peut-être mal écrits, mais des jeux vidéo quand même. Et surtout, essayer de bannir une œuvre de son médium parce qu'elle utilise des techniques qui ne plaisent pas, c'est une rhétorique vieille comme le feu. Picasso en a fait les frais et Marcel Duchamp en a fait son cheval de bataille. L'arrivée du cinéma parlant en 1927 a eu son lot de détracteurs dont Charlie Chaplin lui-même et certains y voyaient la mort du cinéma. Mais aujourd'hui où le sonore s'est imposé, il est évident que ce débat est derrière nous. Le cinéma s'est perfectionné, ses codes se sont affinés, l'industrie est devenue mature et il ne viendrait à l'idée de personne d'essayer d'exclure du cinéma ce qui est de toute évidence du cinéma.